Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre hôte aujourd'hui et avec moi, notre spécialiste des sciences. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'une avancée technologique assez surprenante, la Chine, qui expérimente avec succès un réacteur nucléaire au thorium à sel fondu. C'est une techno que l'Occident avait un peu laissé tomber il y a 60 ans. C'est ça. Alors on va explorer ça en se basant sur l'article Renaissance nucléaire, le thorium chinois et les réacteurs à sel fondu. L'idée, c'est de comprendre un peu cette technologie et ce que ça pourrait vouloir dire pour l'énergie nucléaire. Bon, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Shanghai? C'est quoi cette prouesse? Alors, l'Institut de physique appliquée de Shanghai, en fait, il a réussi à prouver que le cycle nucléaire thorium-uranium fonctionne dans un réacteur un peu spécial, à sel fondu. Faut imaginer, hein, ça ressemble pas du tout à une centrale classique. Ah bon? C'est-à-dire, Il n'y a pas les grandes barres de combustible solide qu'on connaît, pas de dôme en béton énorme, pas de turbine, pour l'instant non plus d'ailleurs. d'accord, pas de barre. Mais alors ça marche comment? Le combustible, il est liquide? Exactement. Le combustible, si on veut, c'est du thorium qui est dissous dans un mélange de sel. Et ce mélange est liquide parce qu'il est très, très chaud, dans les 750 degrés Celsius. Et ça circule, comme ça, en circuit fermé. Et c'est là que la magie opère. C'est ça. En gros, sous l'effet des neutrons dans le réacteur, le thorium se transforme en uranium-233. Et cet uranium-233, lui, il est fissile, donc il peut entretenir la réaction nucléaire. L'expérience de Shanghai a bien confirmé que cette transformation, elle marche dans les conditions réelles du réacteur. Fascinant comme idée. Mais ils produisent pas encore d'électricité avec ça, si je comprends bien? Non, non, pas pour le moment. Là, l'objectif, c'était vraiment de montrer que le cycle lui-même est viable, que ça fonctionne techniquement. C'est une étape, disons, importante, parce que ça ouvre la voie à une filière nucléaire qui pourrait se passer de l'uranium qu'on va chercher dans les mines. D'accord. Et alors, la question qui vient tout de suite, c'est la sécurité. C'est souvent le point sensible, le nucléaire. En quoi c'est différent des réacteurs classiques, ceux à eau pressurisée? Ah, bah là, la différence est fondamentale. Nos réacteurs actuels, ils utilisent de l'eau pour refroidir le cœur. Mais cette eau, elle est sous une pression énorme, 150 bars, et très chaude, 300 degrés. Oui. Ici, avec les sels fondus, c'est le sel liquide qui refroidit. Mais la grosse différence, c'est qu'il circule à pression atmosphérique ou presque. Donc déjà, pas de risque d'explosion de vapeur, comme on peut l'imaginer avec l'eau sous pression. D'accord. Pas de risque peu sur pression. Voilà, et surtout, le sel a une propriété physique très intéressante pour la sécurité. S'il refroidit, eh bien, il se solidifie. Il devient solide. Ah oui. Donc, s'il y a un problème, au lieu de fondre et de couler, comme on peut le craindre dans un accident classique, là, il se fige. C'est la physique qui sécurise le système, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. C'est une sécurité passive, comme on dit. En cas d'incident sérieux, il y a un système, une vanne en gros, qui permet au sel liquide de s'écouler dans un réservoir spécial en dessous. Et là, en refroidissant, il se solidifie tout seul et il piège les éléments radioactifs avec lui. Ça élimine le risque de fusion du cœur ou d'emballement lié à la pression qu'on a dans les réacteurs à eau. C'est quand même assez malin comme concept. Mais alors si c'est si différent et potentiellement plus sûr, pourquoi c'est la Chine qui s'y remet maintenant? C'est pas une idée toute neuve, si? Ah non, pas du tout, hein. L'idée de base, elle vient des États-Unis. C'était dans les années 60 au laboratoire d'Oak Ridge. Ils avaient même construit et fait fonctionner un petit réacteur expérimental de ce type avec du thorium pendant 4 ans. Vraiment? Et ça marchait? Oui, oui, ça fonctionnait. Et les avantages du thorium, on les connaissait déjà à l'époque. Il y en a beaucoup plus sur Terre que l'uranium, il est stable, il produit moins de déchets radioactifs qui durent très longtemps. Mais alors pourquoi on a abandonné ça pendant 60 ans? Ça semble un peu fou, non? Bah, le contexte de l'époque, c'était la guerre froide. Et le problème, si on peut dire, de la filière thorium, c'est qu'elle ne permet pas de produire facilement du plutonium de qualité militaire, celui qu'il faut pour les armes nucléaires. Ah, d'accord, contrairement à l'uranium. Exactement. La filière uranium, elle était parfaite pour ça. Du coup, tous les financements, militaires mais aussi civils, se sont concentrés massivement sur l'uranium. Et le thorium, il est un peu tombé aux oubliettes en Occident. Et la Chine, aujourd'hui, elle y voit une opportunité là où on s'était désintéressé. C'est quoi leur motivation profonde? Il y a deux raisons principales, je dirais. Les ressources et l'indépendance stratégique. La Chine, elle aurait des réserves de thorium absolument gigantesques. Ah oui. Oui, notamment dans les résidus de l'extraction des terres rares sur le site de Bayanobo en Mongolie intérieure. On parle d'estimations qui vont jusqu'à 1 million de tonnes. De quoi assurer leur énergie pour des siècles, peut-être même des millénaires. 1 million de tonnes, c'est énorme. C'est colossal.
Et donc, maîtriser cette technologie, ça leur donnerait une autonomie complète, du minerai jusqu'au réacteur. Ils dépendraient plus des marchés mondiaux de l'uranium, où les réserves sont concentrées dans d'autres pays. La géographie du thorium est très différente. C'est une perspective géostratégique majeure, en fait. Et c'est quoi les prochaines étapes pour eux concrètement? Ils visent un démonstrateur. Oui, c'est ça. Ils ont un programme dédié, le TMSR, qui a été lancé en 2011 déjà. Bon, ça avance pas à pas, parce qu'il y avait des défis techniques assez costauds. Comme quoi, par exemple? Il fallait développer des alliages spéciaux, des métaux qui résistent à la corrosion par ces sels très chauds et agressifs, des pompes spécifiques aussi, des capteurs. Mais apparemment, le prototype actuel est stable et l'objectif maintenant, c'est de construire un réacteur de démonstration d'environ 100 MW électriques d'ici 2035. 2035? C'est demain à l'échelle du nucléaire. Relativement, oui. Et il y a autre chose d'intéressant, la température très élevée de fonctionnement, 750 degrés, ça ouvre la porte à d'autres applications que juste l'électricité. Ah oui, comme quoi? On pourrait imaginer produire de l'hydrogène sans carbone, fournir de la chaleur pour des industries lourdes, peut-être même coupler ça avec du stockage d'énergie. Le thorium pourrait faire le lien entre le nucléaire et les renouvelables, d'une certaine façon. Donc est-ce qu'on peut dire que le thorium, c'est l'avenir et qu'il va remplacer l'uranium bientôt? Ou c'est plus compliqué? Oula, non, il faut rester prudent. Le remplacement, c'est pas pour demain ni après-demain. C'est une technologie complexe à maîtriser à grande échelle, à l'échelle industrielle. D'accord. Même si les déchets sont différents et peut-être moins problématiques sur le très long terme, il faut quand même étudier précisément comment les gérer. Et puis, il faut encore prouver la fiabilité de ces réacteurs sur la durée et leur rentabilité économique. Il y a encore du chemin. Donc pas de révolution immédiate, mais on a quand même une voie alternative crédible qui revient sur le tapis, c'est ça? C'est exactement ça. L'expérience chinoise, elle démontre qu'une autre approche du nucléaire est techniquement possible. Une approche à basse pression, avec une sécurité qui semble, sur le papier en tout cas, renforcée, et qui utilise une ressource, le thorium, qui est très abondante. Ça remet en question, disons, certains choix technologiques qu'on a faits il y a plus de 50 ans. Pour résumer, une idée ancienne, un peu oubliée à cause de la guerre froide, qui refait surface grâce à la Chine, avec des promesses de sécurité, d'indépendance énergétique grâce à des réserves potentiellement énormes. Un démonstrateur est visé pour 2035, mais la route industrielle est encore longue. Ça laisse quand même une question en suspens. Et si cette technologie, une fois maîtrisée par la Chine, venait à redessiner la carte mondiale de l'énergie nucléaire dans les prochaines décennies? C'est une perspective qu'il faut effectivement avoir en tête, oui. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.